En fait, se maintenir en éveil, notre vigilance. Elle est extrêmement importante. Ne pas se résoudre, comme cet épais brouillard qui peut se mettre en place autour de nous, nous éviter justement ce silence, un silence trop fort, et de continuer toutes ces actions de sensibilisation et essayer surtout de mettre nos pas à partir d'informations justes et vérifiées. Car de fait, beaucoup d'informations ont circulé ces dernières semaines. On nous dit que Boualem aurait entamé une grève de la faim, qu'il aurait renoncé à son traitement médical, qu'il aurait déconstitué ses avocats français et algériens. Aucune de ces informations ne nous ont été formellement confirmées. Le bâtonnier d'Alger, maître Baghdadi, dans un entretien publié par El Watan, c'est bon quand même, El Watan, il y a quelques jours, on a démenti une partie, sans pour autant donner une idée claire du cadre actuel de la défense de Boualem Sansal et du calendrier judiciaire qui le concernait. Donc, je vous dis, nous sommes vraiment dans un grand flou qui n'est malheureusement pas artistique, et on est encore plus que jamais préoccupé par ce qui peut se passer dans les jours, dans les mois qui viennent. Pour ma part, je n'ai rien reçu de Boualem Sansal, ni de sa famille, ni de quiconque confirmant ou infirmant telle ou telle information. Aussi, je considère que son avocat français, que j'ai mandaté, qui lui-même est en possession d'une lettre de Boualem pour représenter ses intérêts auprès de la justice algérienne, maître Zimre, reste aujourd'hui pleinement saisi de sa défense et qu'il doit en conséquence pouvoir exercer son rôle dans des conditions qui sont difficiles, qui sont parfois dramatiques, et à commencer, il le demande depuis 2 mois, par l'octroi d'un droit de visite effectif à Boualem Sansal, qui n'a absolument eu aucune réponse pour l'instant. Nous savons par contre de sources sûres que Boualem Sansal est bien aujourd'hui même, à l'hôpital Mostra d'Alger, et que son épouse y jouit encore d'un droit de visite, un léger droit de visite qui lui est consenti de façon plus ou moins régulière. Mais l'incertitude dans laquelle nous sommes à l'égard de la situation judiciaire de Boualem Sansal ne fait que confirmer que celle-ci est d'abord liée à un calendrier politique et diplomatique sur lequel nous n'avons pas de prise. Nous n'avons pas de prise. Bien sûr, nous appelons de nos voeux un apaisement dans les relations entre nos 2 pays, l'Algérie et la France, mais c'est mal parti. Puis depuis le Goncourt, les choses sont devenues encore plus profondément difficiles. Il est vrai qu'on aimerait un apaisement. Nos peuples, nos cultures auraient pu s'entendre, mais n'ont jamais réussi vraiment à s'entendre. Et aujourd'hui, ils sont bien loin l'un de l'autre. Et pourtant, on sait qu'il y a plusieurs millions ici d'Algériens ou de Franco-Algériens qui restent profondément attachés aux relations entre la France et l'Algérie. Donc nous appelons tout simplement au respect des droits humains, qui fait qu'un homme mis en cause en toutes circonstances doit pouvoir faire valoir ses droits à la défense. Et M. Murray, vous allez nous le dire. Mais notre rôle d'éditeur, quel est-il? Il est de rappeler les fondamentaux qui s'attachent à la liberté d'expression, de création et de publication, lesquels ne coïncident pas avec le temps politique des relations entre États, et n'ont donc pas à y être soumis. L'association que nous avons créée, la Société de soutien international à Boualem Sansal, a tenu ainsi à redonner la parole aux écrivains pour réaffirmer leur solidarité pleine et entière à l'égard de Boualem Sansal. Nous avons organisé le 18 février dernier, à l'invitation de Jacques Lang, une soirée mémorable à l'Institut du monde arabe, où de nombreux auteurs français et internationaux ont pu prononcer des paroles fortes en soutien à Boualem Sansal. D'autres rencontres ont eu lieu, en Allemagne notamment, en présence de Kamel Daoud,
et de se préparer aussi, comme à Nice, bientôt à Strasbourg et bientôt dans le cadre du Festival du Livre de Paris, avec l'Union internationale des éditeurs. Je tiens à vous dire que nous ne relâcherons pas nos efforts de sensibilisation. Et nous ne consentirons jamais au silence lourd, ni à l'opacité qui s'installe autour de la détention de Boualem Sansal. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Kamel, juste par rapport au fait que quand même, c'était très important que tu puisses aller à Berlin, justement pour sensibiliser les Allemands, et tu as entendu un retour très fort de cette sensibilisation pour Boualem. Merci, bonjour. Enfin, ce n'était pas prévu, mais je vais à moi. J'étais à Berlin, effectivement, où l'éditeur, les traducteurs de Boualem Sansal, beaucoup de gens de culture, de la société civile se mobilisent de plus en plus pour Boualem Sansal. Et cela a beaucoup de bénéfices pour lui et pour nous. Cela nous sort du bilatéral où on essaie d'enfermer le cas de Boualem Sansal. Cela nous sort aussi de cette sorte de tension politique entre deux gouvernements ou deux États ou deux politiques. Et cela rapatrie un peu les enjeux à leur vraie place. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-française parce que la France est un pays de culture. Et son capital, c'est sa littérature. Ce sont ses éditeurs, ses lecteurs, et tous autant que vous êtes ici. Boualem Sansal, c'est une affaire algérienne, parce qu'il s'agit aussi d'un Algérien, et que dans ce pays-là, on s'est battu pour être libre, non pas pour mettre des écrivains en prison. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-algérienne, parce que, qu'on le veuille ou pas, nous partageons maintenant des morts, des enfants, des migrants, des voyageurs et des binationaux. Donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'étranger à nous deux. C'est quelqu'un à la fois qui est nous, qui est vous tous, et qui fait le lien entre les deux pays. Boualem Sansal, c'est un homme qui a 80 ans, qui croupit en prison, sans procès, sans inculpation, sans droit de visite, sans avocat. Et il incarne, c'est le corps de tous les écrivains algériens aujourd'hui, qui se taisent par peur, qui se taisent parfois par prudence, qui sont persécutés, qui sont exilés. C'est aussi l'incarnation de ce qui se passe pour les éditeurs, pour les libraires, pour le droit d'expression, pour la liberté d'expression, pour la presse algérienne que vous avez connue dans les années 90, qui a connu sa splendeur et son âge d'or, et qui est maintenant réduite à des misères. Donc Boualem Sansal, c'est un peu tout cela. Et si nous l'oublions, si nous n'en parlons pas, un jour ça nous atteindra même dans ce pays-là. Et nous le paierons tous, vous journalistes, écrivains, éditeurs, citoyens, binationaux, algériens, français, allemands ou tout le reste. Donc c'est ce que j'avais à dire depuis très longtemps. Je me suis tu, mais je le dis maintenant. On est fatigué de cette histoire-là, on est fatigué de la persécution, on est fatigué de tout cela. Nous avons besoin de libérer Boualem Sansal et de libérer l'Algérie, parce que c'est mon pays, j'y tiens, on m'en a chassé, et j'y reviendrai un jour, et personne ne changera cela, que c'est un pays qui m'appartient, et que j'aime, et dont je rêve la liberté, comme je la rêve pour Boualem Sansal. Merci. Merci Kamel pour ces fortes paroles. Maintenant, je laisse la parole à Maître Zimret. Merci, cher Antoine Gallimard. Merci, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir organisé ce point avec la presse et saluer tous ceux qui l'ont organisé. Chacun a été ici témoin depuis la première réunion que nous avons eue ici. J'ai essayé d'inscrire mes pas à la fois dans une longue tradition d'avocats français qui défendaient la liberté en Algérie. Et cette tradition, elle commençait avant l'indépendance algérienne, mais aussi et surtout dans le cadre du respect de la procédure judiciaire algérienne, en contact et en liaison permanente avec mes confrères algériens. J'ai voulu m'inscrire dans ce cadre, j'ai voulu ignorer tout ce qui était de nature à parasiter la défense, toutes ces incandescences qui ont été évoquées tout à l'heure, cette relation franco-algérienne extrêmement dégradée, et ignorer aussi les campagnes contre moi, la campagne contre moi qui s'est déclenchée dans la presse algérienne dès ma désignation, ignorer et me taire lorsque le président Tebboune, au mépris de la présomption d'innocence et au mépris de la séparation des pouvoirs,
s'en est pris au mois de janvier devant les deux chambres du Parlement algérien réunies à Boualem Sansal, alors incarcéré et persécuté. J'ai fait preuve, je crois, d'une grande modération, d'une pondération, qui n'a pas toujours été d'ailleurs comprise par ceux dont le cœur, évidemment, incite à un élan plus vigoureux et une protestation plus ouverte, tout simplement parce que je ne voulais rien dire, rien faire qui puisse, d'une façon ou d'une autre, se retourner contre les intérêts de la personne que j'avais la charge de défendre. Je suis obligé aujourd'hui de considérer la réalité telle qu'elle est. Cette réalité, c'est que près de 4 mois après son incarcération, j'attends toujours la réponse à mes 2 demandes de visa et je suis obligé de me rendre au constat que je ne les ai pas eues, que je n'ai pas pu me rendre auprès de mon client, que je n'ai pas pu accéder au cabinet du magistrat instructeur, que je n'ai pas pu voir les charges qui pèsent contre lui, que par conséquent, sa défense est aujourd'hui impossible. Et lorsqu'une défense est impossible, lorsque les droits de la défense sont rendus impossibles par le discrédit de l'avocat, par l'impossibilité physique faite d'exercer son métier, il ne peut pas y avoir de procès équitable. Et s'il n'y a pas de procès équitable, la détention est arbitraire. Et puisque la détention est arbitraire, nous allons saisir les organes de l'ONU, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, chargés d'apprécier le caractère arbitraire d'une détention, chargés de dénoncer les violations des traités définissant le procès équitable. Et c'est ce que nous allons faire dès demain, à travers la saisine des procédures spéciales des Nations Unies, à la fois pour ce qui concerne l'indépendance des juges et des avocats, l'indépendance de la justice et les violations de la présomption d'innocence, les violations de la séparation des pouvoirs qui sont la base de toute procédure judiciaire, de tout procès équitable, et également le caractère arbitraire de cette détention. Donc voilà le message que je voulais vous dire aujourd'hui. En effet, nous n'avons plus aucune nouvelle de Boualem, alors que durant ces semaines, ces mois, nous arrivions malgré tout à voir par tel ou tel canal un certain nombre de nouvelles. Ce que nous savons, c'est qu'il a subi des pressions pour changer d'avocat contre son gré, qu'il a protesté avec vigueur, et avec tellement de vigueur qu'il a voulu changer d'avocat algérien, précisément de ceux qui venaient lui faire ces propositions ou ces demandes, et que depuis, nous n'avons aucune nouvelle. Il se serait, d'après ce que dit El Watan, mais qui n'est pas pour moi une voie d'information procédurale suffisante, il aurait décidé de se défendre tout seul. En tout cas, moi, je fais le constat qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire mon travail de défenseur et je dois en tirer les conséquences. Et il y a heureusement, pour ce type de situation, des procédures ce sont des situations atypiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle des procédures aussi spéciales, parce que ce sont des procédures dérogatoires qui visent à répondre aussi à des situations exceptionnelles. Mais nous allons saisir de ces plaintes contre l'Algérie les Nations Unies, et nous envisageons de le faire pour toutes les grandes instances multilatérales auxquelles l'Algérie est partie, qu'il s'agisse de l'Union africaine, et qui a la Commission africaine des droits de l'homme également, qu'il s'agisse de la procédure article 104 de l'UNESCO également. Partout où cela sera possible, eh bien, nous saisirons les voies diplomatiques et judiciaires pour dénoncer cette détention arbitraire. Si vous voulez poser des questions à Maître Dibray, c'est le moment. D'après votre expérience, ce genre de procédure aboutit à quoi ensuite? Ça met combien de temps à être examiné? Et quelles sont les chances que ça ait un effet sur la détention de Boualem Sansal? C'est une bonne question. En général, ce sont des procédures longues, mais la saisine des rapporteurs spéciaux des Nations Unies peut être beaucoup plus rapide. Et on fera tout pour que, effectivement, que ce soit le groupe de travail sur la détention arbitraire, mais aussi les rapporteurs spéciaux compétents se saisissent rapidement du cas de Boualem Sansal. Les décisions, ce sont des institutions qui sont très techniques,
et parce qu'elles sont très techniques, leurs décisions sont respectées, elles émanent souvent de magistrats, de juristes internationaux de haut niveau, et elles sont charpentées comme le serait un arrêt de Cour suprême, mais enfin, elles n'ont pas de force impérative. Elles ont une force morale très grande, puisque c'est les Nations Unies. Alors, certains pays se plient spontanément, d'autres les ignorent superbement. Toujours est-il que l'Algérie est sensible quand même à l'image de son pays dans les enceintes multilatérales, que l'Algérie est actuellement membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que je considère qu'un Conseil de sécurité, surtout dans la période que nous traversons, ne peut pas avoir pour membre un pays qui s'assoit sur les droits fondamentaux. On ne peut pas faire respecter la paix, la justice et le droit dans le monde en étant soi-même en contravention avec les principes les plus élémentaires de l'état de droit. J'ai toujours voulu rester au contact de l'action diplomatique pour pouvoir saisir chaque opportunité de rapprochement, d'apaisement. Et je sais que des mains tendues, il y en a eu, que la France n'a cessé de tendre la main pour rechercher cet apaisement, tout simplement parce qu'on voit mal ou qui pourrait tirer le bénéfice d'une crise durable. Mais j'ai néanmoins agi en totale indépendance par rapport à la diplomatie française. Je sais que des messages sont passés, mais je suis obligé de me ranger au constat, comme tout le monde, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'écho. Et il n'y a pas de réponse. Et malheureusement, cette situation donne raison à tous ceux qui pensaient que seul le rapport de force, le rapport d'influence, la dénonciation peuvent avoir un effet. Et cette situation, elle donne tort à tous ceux qui, comme moi, pensaient qu'il fallait tenter de jouer l'apaisement, qu'il fallait tenter de montrer, fût-ce à son corps défendant lorsqu'on était soi-même victime d'une campagne immonde, s'inscrire dans le respect du cadre institutionnel, du cadre judiciaire algérien, ce que j'ai fait, dans celui de mes confrères et celui de la justice de ce pays, du code pénal et du code de procédure pénale de ce pays. Bien, en réalité, les premiers à piétiner les droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution algérienne étant les autorités algériennes, je suis obligé de me ranger au constat qu'aujourd'hui, l'idée même d'une défense est rendue impossible par l'attitude des autorités algériennes. Monsieur de Villers pour Europe 1, à quand remontent les dernières nouvelles exactement que vous avez eues de Boualem Sansal? Et puis une deuxième question, est-ce que pour vous, maintenant, ça paraît clair? Est-ce qu'on peut dire que Boualem Sansal est un otage un peu de la relation dégradée entre Alger et Paris? Boualem Sansal est clairement l'otage de cette relation dégradée, de cette relation en feu entre la France et l'Algérie. Les dernières nouvelles précises, parce qu'il y a des nouvelles un peu d'atmosphère comme ça, mais des nouvelles précises remontent à une quinzaine de jours lorsque nous avons appris qu'à 2 reprises, il avait fait l'objet de pression, de manipulation pour changer son avocat et qu'il avait protesté avec une très grande vigueur en évoquant l'hypothèse ou la possibilité d'une grève de la faim qui ne semble pas s'être concrétisée. C'est à ce moment-là qu'il a été mis au secret absolu, lui et ses proches. C'est-à-dire que c'est un couvercle de peur, de menace et d'intimidation qui s'est abattu sur lui et sur ses proches. Et cela doit être dénoncé. Et la deuxième précision, est-ce qu'en de manière simultanée, d'autres institutions
dans la foulée, nous saisirons les autres instances internationales et ça prend la forme d'un mémoire. Il ne s'agit pas simplement d'une simple lettre, mais d'un vrai mémoire, puisqu'on attend une décision, une position, et ces positions ne sont jamais prises à la légère en fonction d'un certain nombre de critères. Violation d'abord, quels sont les traités internationaux auxquels l'Algérie a souscrit, en particulier, mais pas exclusivement, bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais le Pacte international des droits civils et politiques, par exemple, et d'autres textes internationaux, et en quoi ces traités ont-ils été violés, exactement par quelle attitude, à quel moment, l'impossibilité faite à un avocat de pouvoir exercer sa défense, de pouvoir s'entretenir avec son client, de pouvoir accéder au dossier, de connaître les charges, de les contester, c'est évidemment une violation, chacun le comprend, de la base d'un procès équitable. Mais ce n'est pas la seule infraction, d'ailleurs, la seule contravention à ces traités. Encore une fois, le piétinement par l'autorité exécutive de ce pays de la séparation des pouvoirs, alors même que Boualem Sansal est incarcéré, le dénoncer devant les deux chambres, comme cela a été fait, dans les termes où cela a été fait, c'est aussi une violation de droit fondamental. L'atteinte portée à sa présomption d'innocence par les autorités algériennes lorsqu'elles ont été amenées à s'exprimer, au lieu de s'en remettre à l'enquête, à la justice, est une troisième violation. Et c'est de tout cela que nous sommes en train de finaliser le mémoire qui sera déposé demain. Quand on parle de menaces et d'intimidation, c'est pas de la torture, c'est pas des choses physiques. Non, à ma connaissance, il n'y a pas eu de torture et de menaces physiques, mais la détention en elle-même d'un homme âgé et malade est à tout le moins un traitement inhumain et dégradant. Donc je n'emploierai pas le terme de torture parce qu'il serait excessif et que j'ai toujours voulu rester juridiquement précis et factuel et ne pas me tromper dans les qualifications. En revanche, je crois qu'on peut d'abord dire que cette détention elle est non seulement arbitraire mais elle est abusive, qui est un principe fondamental, c'est qu'en matière de présomption d'innocence, la détention est l'exception et la liberté doit être la règle, que là on parle en plus d'un délit d'opinion et d'un homme, encore une fois, âgé et atteint d'une affection grave qui suscite une attention et des soins importants. Dès lors, son maintien à détention et sa privation d'accès à l'extérieur sont non seulement une violation des droits de la défense, mais c'est aussi une violation de ce que l'on appelle les normes Mandela, c'est-à-dire les règles minimales que la communauté internationale reconnaît comme le standard minimum de tous les détenus dans le monde. Et dans ces règles minimales, il y a évidemment l'accès à ses proches, l'accès à sa défense, la possibilité de se promener, la possibilité de sortir, de correspondre, et le respect tout simplement de sa dignité. Donc là, je considère qu'aujourd'hui, il est au secret, ce qui est une détention dans la détention. Enfin, c'est vraiment un degré de détention particulièrement renforcé que rien ne justifie, si ce n'est une volonté de persécution d'un otage, comme cela a été très bien dit, pour, à travers lui aussi, punir tous ceux qui, comme la France, croient aux vertus de la liberté et au point de se mobiliser comme nous le faisons pour Boualem Sansal. Écoutez, je ne suis pas médecin et j'avais le sentiment à ce moment-là qu'il était suivi. Donc je ne suis pas apte à apprécier la qualité de ce suivi, mais je n'ai pas non plus de raison d'en douter particulièrement. Donc je sais qu'il faisait l'objet d'un suivi, mais bon, maintenant,
Je suis incapable de vous dire quel est le degré d'évolution et de gravité de son cancer. Ce qui est certain, c'est qu'il est atteint d'une forme de pathologie qui atteint les hommes d'un certain âge, parfois, et que ça suppose un suivi très, très, très sensible et très, très, très attentif, voire même des interventions, puisqu'il devait avoir une radiothérapie, la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles. Et voilà, je suis incapable de vous dire comment il réagit à la radiothérapie, mais il est clair que, et ce que j'ai, pour être plus complet dans ma réponse, s'agissant de sa santé psychologique, on était passé d'une situation dans laquelle il supportait avec beaucoup de courage et de combativité sa détention dans les premières semaines, les premiers mois, à un sentiment de morale qui se perd et même d'une dépression. Hein. Donc c'est quelqu'un particulièrement en plus vulnérable aux pressions, aux intimidations, qui a fait l'objet de ces pressions et de ces intimidations. Lorsque je l'ai rencontré ici même, quelques semaines avant qu'il obtienne la nationalité française, il m'avait dit à plusieurs reprises, j'ai peur, je vis dans la peur. Est-ce qu'il était gardé? Est-ce qu'il avait une garde du corps? Est-ce qu'il avait une protection quelconque? En tout cas pas au moment de son atterrissage à Alger, où je pense qu'il n'avait pas suffisamment peur pour craindre d'être arrêté. Je crois qu'il n'y croyait pas lui-même, il ne croyait pas cela possible. Il n'a jamais eu de protection. Et ici, il n'en avait pas eu non plus. Donc, Je crois qu'il se sentait protégé par ce qu'il représentait lui-même, et qu'il ne souhaitait pas entrer dans cette peur qu'on peut avoir et qui devient toxique si on la porte trop. Est-ce que la diplomatie française continue d'œuvrer pour venir en aide? à ma connaissance, oui. Maintenant, est-ce que la diplomatie française, compte tenu de cette relation extrêmement dégradée, est aujourd'hui la mieux placée pour défendre Boualem Sansal? Je ne sais pas. Mais il est clair que cela fait partie des critères sans lesquels il ne peut pas y avoir d'apaisement. Et ça, il faut poser la question à la diplomatie française. Mais j'ai aucun doute qu'elle est mobilisée ou engagée. Mais encore une fois, comme précisément il est l'otage de cette relation, en même temps, ils sont paradoxalement peut-être les plus mal placés pour aujourd'hui le défendre. Le Quai d'Orsay est-il au courant de la démarche que vous enclenchez? Vous allez enclencher? Je compte sur vous pour les informer. Je compte sur vous pour les tenir informés. Mais ce qui moi, est important pour moi de vous dire, c'est ce sentiment que j'éprouve que ni, encore une fois, la modération, ni la pondération, ni les marques de respect, ni le fait de prendre sur soi n'ont été à aucun moment considérés comme des gestes suffisants ou de nature à... Et honnêtement, moi, je n'avais pas raison, mais j'ai cru que j'aurais ce visa, que je pourrais le voir et qu'on pourrait ensemble tracer un schéma de sortie qui s'inscrirait dans le cadre du respect de la procédure algérienne et qui passe par aller au bout de cette procédure, mais qui soit réellement défendue, que l'on puisse défendre son innocence. Parce qu'il y a aussi, on parle de détention arbitraire, on parle de sa persécution, on parle du fait qu'il est un otage, ce mot a été à juste titre prononcé, mais on ne dit pas assez une chose simple, une chose évidente, c'est qu'il est innocent. Et que la première chose comme avocat que je dois dire, c'est que, après avoir relu les 2 pages de l'article 87 bis du Code pénal algérien, je ne vois pas en quoi il a pu enfreindre une seule de ces dispositions. Et je suis frustré de ne pas pouvoir défendre cette innocence. Et je constate que personne en Algérie ne l'a jamais défendu, ni dans la presse, ni en justice.
c'est dire l'état des libertés dans ce pays. Et il y a un moment pour voir les choses et les nommer. Et c'est un autre grand Algérien, Albert Camus, qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Et il faut les nommer. Et ce que je vois, c'est que cette défense est impossible aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux algériens, on ne va pas penser qu'il est considéré comme l'ennemi public numéro un. Il est totalement diabolisé, livré en pâture, et c'est à la fois ignoble, lâche, parce que c'est lâche de s'en prendre à un homme sans défense, c'est lâche, c'est un acte d'une très grande faiblesse en réalité. Il y a une chose, ça relève un peu des colères d'enfants, des caprices, et franchement, ce n'est pas à l'honneur de ceux qui ont pris cette décision de l'incarcérer et de l'y maintenir.